et je me suis dit mais attendez, vous allez me dire que à mon grand âge là je suis encore en train de fangirler et encore en train de tomber amoureuse de personnages fictifs. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donner mon avis sur le tome 2 de la série Un palais d'épines et de roses, donc Court of Mist and Fury. Je crois que c'est un palais de colère et de brume en français. Si vous n'avez pas vu ma vidéo critique sur le tome 1, eh bien je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai quelque part en lien sur la vidéo. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous faire un bref résumé du tome 1 de ACOTAR. Je tiens juste avant de commencer cette vidéo à dire que c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, parce qu'il y aura quand même pas mal de critiques. Même s'il y a des choses que j'ai appréciées, mais je vais quand même critiquer pas mal de choses. Donc si vous êtes absolument fan de ACOTAR et que vous aimez beaucoup et que c'est votre livre préféré, eh bien je ne remets absolument pas ça en question, mais c'est juste mon avis en fait, voilà. La série Un palais d'épines et de roses, ce sont des romans qui sont libellés comme de la haute fantasy, mais qui pour moi s'apparentent plus à de la romantaisie, donc à de la romance sur fond de fantasy. Et ce sont des romans qui sont très populaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Dans le premier tome, on suit l'histoire de Fer, qui est une humaine qui vit avec son père et ses deux sœurs. Ils vivent dans la plus grande des pauvretés et donc c'est Fer qui doit assurer leurs besoins et subvenir à leurs besoins, notamment en chassant. Et un jour, alors qu'elle est dans la forêt en train de chasser, elle va tuer un Fae, qui sont des créatures qui vivent de l'autre côté du mur du royaume des humains. Elle est ensuite emmenée au royaume des Fae comme punition et elle va apprendre que les Fae vivent sous une malédiction qui a été lancée il y a plus de 50 ans et en fait il se trouve que c'est elle la clé pour rompre la malédiction et entre temps elle va tomber amoureuse de son ravisseur, enfin ils vont créer des liens etc. Ils vont tomber amoureux et elle va finir par rompre la malédiction, mais entre temps il y a plein de choses horribles qui se seront passées parce qu'elle aura été enlevée et torturée sous la montagne où régnait la grande méchante. Et sous cette montagne, Fer va être tuée par la grande méchante, mais étant donné qu'elle a réussi à briser la malédiction, elle va se voir offrir comme cadeau l'immortalité, donc elle va devenir une fée à son tour. Et ensuite tout est bien qui finit bien, elle retourne chez son mec et normalement ils sont censés vivre happily ever after, sauf que non, parce qu'elle a développé des PTSD et du coup voilà, on est laissé à ce moment de l'intrigue et le tome 2 commence sur ces entrefaites. Si vous n'avez pas encore lu ACOMAF, eh bien ne regardez pas cette vidéo parce qu'il y aura tout plein de spoilers. Voilà, comme ça au moins vous êtes prévenus dès le début. Il faut savoir qu'après avoir terminé ACOTAR, j'ai entamé avec le tome 2 ACOMAF parce que les gens me disaient qu'il était meilleur, etc. Mais vers 15-20% j'ai arrêté parce que j'accrochais pas du tout, j'étais pas du tout dans le beau mood et donc j'ai décidé de laisser définitivement cette saga de côté. Mais étant donné que je suis très active sur Instagram, j'arrêtais pas de voir tous les jours dans ma section Discovery des fanarts sur ACOTAR, des TikToks sur ACOTAR et je savais pas de quoi ça parlait et les TikToks étaient super drôles et les fanarts étaient super jolis aussi. Donc d'un côté je me disais j'ai pas aimé le premier tome mais ça m'énervait quand même de voir toutes ces choses et de pas savoir de quoi ça parlait et finalement qui est-ce qui m'a motivée? C'est ma copine Eline. Donc Eline, je sais que tu vas regarder cette vidéo et vraiment c'est grave grâce à toi que j'ai lu le tome 2, du moins c'est grâce à toi que je l'ai lu maintenant parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas lu ou du moins je ne l'aurais pas lu maintenant. Mais Eline m'a grave chauffée, elle m'a grave donné envie et du coup j'ai repris ma lecture mais cette fois-ci en anglais. J'ai repris en anglais parce qu'on m'avait dit que la traduction était pas super ouf et qu'on passait à côté de plein de choses quand on lisait en version française, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup j'ai repris ma lecture depuis le début parce que finalement je me rendais compte que je me rappelais plus de ce qui s'était passé quand j'avais commencé ma lecture il y a quelques mois. Et vraiment dans le prologue, Fer elle m'a donné des vibes de Nicki Minaj dans Monster. Franchement vous êtes obligés de connaître ce verset parce qu'il est hyper connu. C'est le moment où elle rappe hyper vite et tout et genre il y a plein de gens qui le connaissent par cœur, etc. Et vraiment quand je lisais le prologue et que je lisais Fer qui était grave au bout de sa vie parce qu'elle disait que c'était un monstre parce que sous la montagne elle a dû tuer deux fées, etc. Ça faisait partie d'une de ses épreuves. À chaque fois moi j'étais là en mode oh my god, mais ça me fait grave penser à Queen Nicki Minaj. Vraiment, mais en vrai c'est pas drôle parce qu'elle a des PTSD et que c'est super triste. Et c'était vraiment pas facile pour elle d'être sous la montagne. Elle a dû affronter plein d'épreuves, elle a dû faire plein de choses. Enfin les PTSD
sont totalement justifiées pour le coup. Mais Fer est de retour à la cour du printemps et elle est censée se marier avec Tamlin, donc elle est censée être hyper heureuse et tout, mais en fait non, ça va pas du tout parce que 1, elle a des PTSD, 2, Tamlin a grave changé, il est devenu hyper protecteur, il veut pas la laisser sortir, elle peut rien faire, elle doit toujours avoir des escortes, toujours avoir des gardes, elle est jamais consultée, enfin bref, il est devenu hyper toxique et hyper protecteur. Et en plus de devoir affronter ses PTSD, elle a l'impression d'être enfermée, elle est enfermée et elle a l'impression d'étouffer de l'intérieur et de l'extérieur. Et du coup, le jour de son mariage, elle est en panique et elle se dit oh mon dieu, mais il faut que quelqu'un vienne me sortir de là, etc. Elle est en mode sortez de ma chambre, vraiment en train de faire un mental breakdown. Et là, il y a qui arrive? Il y a Rhysand qui vient la sauver parce que dans le tome 1, ils ont fait un deal, enfin on va dire ça comme ça, elle avait été blessée pendant une de ses épreuves et en gros elle avait pas trop le choix d'accepter pour qu'il puisse la guérir et il a profité de sa faiblesse pour lui dire que si elle remportait les épreuves une fois par mois, une semaine par mois, elle devrait venir avec lui à la cour de la nuit et elle a dû accepter parce que elle n'avait pas trop le choix. Sans compter le fait que quand ils étaient sous la montagne, il l'a marqué, enfin elle a une espèce de tatouage qui représente leur lien et en gros avec ce lien ils peuvent communiquer entre guillemets par télépathie et tout, enfin bref voilà, ils sont assez connectés, donc c'est comme ça qu'il l'a fait pour sentir sa détresse et c'est à ce moment là qu'il déboule pour l'emmener à la cour de la nuit. Et là on a encore Fer étant une drama queen parce qu'elle voulait qu'on la sauve, mais d'un autre côté elle voulait pas que ce soit Rhysand qui la sauve parce que du coup il a interrompu son mariage, il l'a emmenée avec lui à la cour de la nuit, donc elle échappe à son mariage mais elle est toujours pas contente et genre quand elle arrive à la cour de la nuit elle lui jette sa chaussure dessus comme le journaliste irakien avec Bush, ça m'a grave fait penser à ça m'a trop fait rire. Anyway, elle le trouve toujours aussi détestable, elle veut absolument pas faire alliance avec lui et elle veut pas accepter ce qu'il lui propose. Cependant, lorsqu'elle retourne à la cour du printemps, Tamlin fait une chose qui est vraiment horrible pour elle, c'est-à-dire qu'il l'enferme dans le château qu'elle peut pas sortir et à ce moment-là, Rhysand va envoyer sa cousine Morrigan pour venir sauver Fer et donc Fer réussit à s'échapper de la cour du printemps et elle va rester avec Rhysand à la cour de la nuit et vous vous en doutez bien, ils vont développer des liens, etc. etc. Ils vont se tourner autour, enfin clairement pendant tout le roman, ils sont en train de se tourner autour, etc. Et ils finissent par tomber amoureux, ce qui est extrêmement peu prévisible. Enfin moi je l'avais vu dès le tome 1. Au début je pensais que ça allait être un triangle amoureux, ce que c'est en quelque sorte, mais pas vraiment. Donc à la limite ça va, mais vraiment, enfin c'était sûr et certain, c'était clairement sûr et certain. Je voulais juste savoir ce qui allait se passer pour que Fer ne soit plus amoureuse de Tamlin, mais c'était sûr et certain qu'il y allait avoir un truc avec Rhysand. Je pense que je l'ai vu venir quand il a commencé à venir dans sa cellule et lécher ses larmes, c'était quand même assez prévisible. Il y a plusieurs choses que j'ai observées dans ce roman. Premièrement, le fait que Amarantha est une bien meilleure méchante depuis qu'elle est morte que quand elle était vivante, parce que vraiment quand elle était vivante, elle foutait clairement la flemme. Enfin pour moi c'était vraiment une méchante de dessin animé comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le top 1 de ACOTAR. Mais genre vraiment là on se rend vraiment compte de l'impact qu'elle a laissé, c'est-à-dire que enfin déjà la meuf était complètement tarée mais elle a laissé tout un tas de personnes avec des PTSD et tout et vraiment c'est là qu'on se rend compte de l'impact de sa méchanceté quoi, parce que finalement dans le 1 pour moi c'était pas une très très bonne méchance mais elle a laissé sa trace. She had an impact. La deuxième chose sur laquelle je pense pas mal de personnes sont d'accord, c'est le fait que dans ce livre c'est tellement évident, le fait que Sarah J Maas voulait se débarrasser de Tamlin pour que Fer se mette avec Rhysand et que du coup pour faire ça elle a complètement détruit le personnage de Tamlin. Ça m'a énormément rappelé ce que Stephanie Meyer a fait dans le tome 3 de Twilight, parce que après la sortie du tome 2 elle a vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui était team Jacob, or elle est team Edward à 100% et du coup elle a un petit peu saboté le personnage de Jacob et là je pense que Sarah J Maas ça fait la même mais en 100 fois pire et clairement il y a zéro subtilité dans la manière dont elle veut nous montrer que Rhysand est gentil et pour faire ça en fait, pour arriver le plus à son but, et elle a complètement détruit le personnage de Tamlin mais à tel point que ça devient caricatural en fait, parce que finalement lui aussi il avait des PTSD et c'est pour ça qu'il est devenu aussi protecteur envers Fer et je sais que ça n'explique rien mais il n'empêche que lui aussi il a souffert et en fait le fait qu'elle le pousse à cet extrême là, genre qu'elle veuille le montrer comme le diable lui-même, pour moi ça l'a pas fait parce que c'est limite de la trahison envers ce personnage quoi. Et vraiment elle a pris les deux personnages de Rhysand et de Tamlin et elle les a opposés mais vraiment à des opposés extrêmes pour montrer que Rhysand c'est vraiment le mec trop bien, le mec super gentil et Tamlin c'est tout le contraire, il est hyper abusif, hyper possessif, pas du tout féministe. D'ailleurs si on peut parler de ça, comme le dit la queen Cindy
Cindy de la chaîne Read with Cindy, dont je vous mettrai le lien sûrement en barre d'infos ou juste au-dessus dans la vidéo. Vraiment, dans ce livre-là, Mary Sand, le roi du féminisme. Enfin, il a inventé le féminisme. En fait, on nous l'enfonce tellement au fond de la gorge que ça devient super drôle. Enfin, c'est tellement pas subtil dans la manière dont elle le montre. Quand il dit tu peux faire ce que tu veux, c'est ton choix à faire. Je préférerais que tu ne le fasses pas, mais c'est ton choix à faire. Tu es libre de faire ce que tu veux, c'est ton choix à faire. Et encore une fois, c'est pour montrer que Tamlin n'est pas comme lui, parce qu'à chaque fois, du coup, et bien faire, elle va les opposer tous les deux, les comparer, et elle sera en mode ouais, Tamlin il m'aurait jamais laissé faire ça, il m'aurait jamais laissé donner mon avis, il m'aurait jamais laissé participer, etc. Et vraiment, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, c'est qui? C'est personne, parce que vraiment, comme Cindy le dit, Rhysand a inventé le féminisme. Enfin, clairement, dans ce bouquin, il a inventé le féminisme, c'est incroyable. Et en fait, Fer, à un moment, elle le dit elle-même, elle lui dit que pour elle, ça semble tellement incroyable qu'il dise ça, que ça prouve que la barre est vraiment basse. Elle dit, je réalisais la manière dont j'avais été horriblement traitée pour que mes standards deviennent aussi bas. Eh bien oui, tu as raison Fer, parce que pour le coup là la barre est vraiment très très basse. Et du coup, même si j'étais pas particulièrement fan du personnage de Tamlin, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'elle détruise complètement son personnage pour que les fans se mettent à shipper Rhysand et Fer ensemble. Que j'ai plus ou moins shippé d'ailleurs, enfin ils me dérangeaient pas ensemble, je trouvais que c'était intéressant comme dynamique. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la manière dont Fer s'est peu à peu rendu compte que certes elle avait aimé Tamlin, qu'une part d'elle l'aimait toujours d'ailleurs, mais que en fait elle l'a aimé à ce point là et aussi vite parce que ça a été le seul véritablement pour la première fois de sa vie à pouvoir répondre à ses besoins, du moins à partir du moment où son père a été ruiné, à pouvoir répondre à ses besoins. Mais j'aurais bien voulu aussi qu'on soulève le fait que elle était un petit peu captive chez lui, donc il y avait un petit peu le syndrome de Stockholm qui a joué dans leur histoire d'amour, je pense. D'ailleurs, je vous parlais de Stephenie Meyer là il y a quelques instants, mais est-ce qu'on peut relever les similitudes entre ACOMAF, surtout ACOMAF, entre ACOMAF et Twilight dans les personnages, parce que franchement je me suis rendu compte de ça et je me dis mais waouh, c'est incroyable. Par exemple le personnage de Morrigan, c'est grave une cheap Alice Cullen, et je dis cheap parce que personne ne peut égaler la reine Alice Cullen, mais ça m'a surtout fait penser au personnage d'Alice quand la première fois elle rencontre Fer et qu'elle se jette dans ses bras en mode je sens qu'on va devenir trop amis, et ça m'a trop fait penser à Alice du coup. Et pour les deux autres, c'est les personnages de Cassian et Azriel qui me font tellement penser respectivement à Emmett et Jasper que ça en est choquant. Et pour replacer dans le contexte, Azriel et Cassian ce sont les deux meilleurs amis de Rhysand, Cassian qui contrôle ses armées et Azriel qui est son maître espion. Et vraiment, quand ils ont déboulé dans le récit, je pense que c'est là qu'il y a eu un retournement de situation pour moi. Parce que clairement, là, Sarah J. Maas, elle nous a mis deux mecs ténébreux, hyper bien foutus, avec des yeux qui brillent, et c'est bon, on m'a perdu. Et en fait, je pensais avoir changé, depuis mes 14 ans, mais non, non, je suis tombée dans le piège comme une bleue, mais vraiment, je suis tombée lamentablement. Et le plus choquant, c'est que généralement, moi, je fangirl jamais sur les bruns ténébreux qui ont un passé tragique, mais là, on m'a perdu comme never. Enfin, franchement, la fangirl en moi a ressurgi comme never. Et en plus, après ça, Eline, elle m'a envoyé des fanarts, donc j'étais encore plus en train de die. Et je me suis dit, mais attendez, vous allez me dire que à mon grand âge, là, je suis encore en train de fangirler et encore en train de tomber amoureuse de personnages fictifs. Et vraiment, le personnage d'Azriel en particulier, mais je peux béton pour lui. Et ce qui est le plus drôle, c'est que finalement, le mec, la plupart du temps, il reste en retrait, il observe, il est assez stoïque et silencieux, mais à chaque fois qu'il apparaît, je suis en mode wow, this energy. Vous voyez, il y a certains personnages qui ont des énergies comme ça, genre tu les sens, et c'est vraiment des big dick energy. Vous voyez ce que je veux dire? I know his dick is big. I know it. I know it's big. I mean, oh God, my heart hurts. Et vraiment, a real man, genre un vrai homme, enfin c'est même pas un homme, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin vraiment un vrai. Et vous voyez quand les gens disent la place des femmes c'est à la cuisine, il me dit ta place à la cuisine, je vais à la cuisine, c'est-à-dire enfin je vais à la cuisine, même si je sais pas cuisiner, je reste à la cuisine. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie, par rapport à ce personnage. Mais il faut quand même avouer que j'aime aussi beaucoup le personnage de Cassian, clairement, mais vraiment les deux c'est bon, enfin on m'a perdu quand ils ont été introduits dans l'histoire, c'est lamentable. Enfin, je dis que je resterai à la cuisine, mais je sais même pas, parce que est-ce que Rhysand me laisserait? Je pense
pense pas et me dirait est-ce que t'es sûr que c'est ce que tu veux, parce que tu sais c'est ton choix. Anyway, vous aurez compris du coup que la réponse à la question qui se trouve dans le titre de cette vidéo se trouve eh bien dans ce que je viens de dire. Donc clairement je suis faible, enfin I'm weak, je suis hyper faible. Mais pour dire la vérité, j'ai bien apprécié cette lecture. Enfin ce livre fait quasiment 700 pages, c'est-à-dire qu'il est vraiment super long, mais j'ai quand même réussi à le lire relativement bien, et même si je le trouvais long, je le trouvais pas long en mode ouais je m'ennuie, je veux que ce soit la fin. Je le trouvais long, mais j'appréciais quand même ma lecture, ce qui est tout de même assez rare quand je lis des livres qui sont aussi longs. Et même si j'ai vu déjà quasiment tous les spoils sur ACOTAR passer, j'avais quand même envie de savoir ce qui allait se passer à chaque fois, et quand je le lisais pas, j'avais trop envie de le lire en fait. Mais je pense qu'il est important de préciser que mon humeur a grave joué ici, parce que j'étais grave dans une humeur romantique. Azriel et Cassian, ils ont absolument rien arrangé, mais en plus quand j'ai lu le chapitre 54, quand Rhysand fait sa déclaration d'amour à Fer et qu'il lui explique tout ce qui s'est passé, depuis quand il l'aime et tout, en plus j'écoutais ça avec des musiques d'amour tristes, mais vraiment mon cœur, j'étais en train de mourir clairement. Et finalement, même si ce livre était long, comme j'ai dit, j'avais quand même envie d'y retourner, et il n'y avait pas de longueur pour moi parce que chaque moment permettait le développement de la relation entre Rhysand et Fer, mais aussi entre Fer et les autres personnages. Et à la fin de ma lecture, Eline m'a envoyé un vocal pour me dire alors qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que tu vas rentrer dans la fandom ou pas. Et je pense qu'elle m'a posé la question parce qu'elle veut savoir si elle doit m'inscrire au rite d'initiation où on va danser autour du feu avec des fanarts d'Azriel, et franchement si je rentre dans une secte, bah mêlez-vous de vos affaires. Du coup je vous ai dit que j'ai lu ce tome là en anglais parce qu'il y avait deux choses que je voulais vérifier. Premièrement, je voulais vérifier par rapport à la traduction, parce que la maison d'édition qui a traduit ACOTAR, c'est La Martinière Jeunesse, qui est donc une maison jeunesse, alors que ACOTAR se situe plus dans un style new adult. Enfin, je sais que le premier tome a été labellé comme du young adult, mais en soi, selon les critères de young adult, ça ne rentre pas dans du young adult parce qu'il y a des descriptions graphiques de scènes de sexe, donc c'est pas censé être traduit par une maison jeunesse. Et clairement la traduction laisse à désirer en fait, parce que vu que c'est une maison d'édition jeunesse, ils censurent entre guillemets, et du coup bah on n'a pas exactement la même histoire. Enfin il y a des mots qui sautent et tout, et parfois il y a des moments qu'on comprend pas trop parce que bah ils ont censuré certaines parties de l'histoire. Donc si vous lisez en français, vous allez passer à côté de trois petites choses, mais vraiment je me demande comment La Martinière Jeunesse va faire pour adapter A Court of Silver Flames qui vient de sortir, parce que ce livre est quand même beaucoup plus graphique que les autres, donc à moins qu'ils se mettent à censurer toutes les 10 pages, je sais pas du tout comment ils vont faire. Anyway, en ce qui concerne le deuxième point, je voulais vérifier si la qualité d'écriture se dégradait avec la traduction, c'est pour ça aussi que je l'ai lu en anglais. Et je dois dire que ce n'est pas entièrement la faute de la traduction, même s'il y a des moments qui sautent, mais j'ai trouvé que la plume n'était pas si bonne que ça. Enfin c'est clairement pas un livre que je lirais pour sa qualité d'écriture. Il y avait des tournures de phrases qui revenaient tellement souvent que je finissais par les connaître par cœur, des expressions aussi qui revenaient hyper souvent pour décrire les personnages, donc au bout d'un moment c'était quand même assez répétitif, et je pense que je m'en suis particulièrement rendu compte quand j'étais vers la page 450-500 et que je me suis rendu compte que je lisais en anglais et que j'étais pas particulièrement fatiguée, alors que d'habitude quand je lis en anglais, enfin ça m'épuise vraiment, enfin mon cerveau n'arrive pas à supporter, faut que je fasse des pauses et tout, alors que là j'enchaînais très facilement, et je me suis dit pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire en anglais, du coup c'est une bonne manière d'être introduite à la lecture en anglais, mais d'un autre côté, enfin les tournures de phrases étaient tellement simples et le style d'écriture aussi était tellement simple que ça a été très facile pour moi de le lire. Mais je me dis, pour les personnes qui lisent naturellement en anglais, doivent trouver que c'est un niveau assez élémentaire entre guillemets. Et je dis pas que pour une jolie plume il faut forcément des tournures de phrases hyper alambiquées, hyper compliquées, etc. parce que ça j'aime pas non plus, enfin clairement. Mais pour moi je trouve pas que son style d'écriture soit particulièrement extraordinaire, enfin je l'ai trouvé assez bof. J'étais en train d'éditer la vidéo et je me disais que j'avais oublié de dire que certes, même si je trouvais que la plume n'était pas super bonne, il n'empêche que grâce à Sarah J. Maas, j'ai réussi à lire un livre en anglais en entier, sachant qu'il est long en plus, alors que je ne lis jamais en anglais parce que ça me fatigue trop. Donc d'un côté, je la remercie pour ça, parce que ça m'aura permis de lire un roman en anglais et de me dire que finalement avec un petit peu d'effort peut-être que je pourrais lire d'autres romans en anglais. Anyway, même si je suis totalement une fangirl et que je peux totalement béton pour Azriel et Cassian, ça veut pas dire que j'ai pas de critiques sur ce livre, parce que j'en ai quand même pas mal que j'ai relevé au cours de ma lecture. Premièrement, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, que le world building dans ce livre est vraiment très faible, et je trouve que franchement Sarah J. Maas elle aurait pu faire un effort, d'accord. Je sais qu'elle s'est concentrée sur la romance etc, mais là enfin niveau
niveau world building, c'est vraiment du niveau world building faible. Et il y avait un truc aussi qui m'avait particulièrement marqué, c'est par exemple le fait que les Fae, tout simplement, pour moi, c'est un peu les créatures parfaites, et en fait il n'y a pas de contrepartie à leur nature, c'est-à-dire qu'ils sont tous certes super beaux, super puissants, etc., mais c'est quoi la contrepartie? Parce que si vous prenez par exemple les vampires, certes ils sont beaux, puissants, ils vivent pour toujours et tout, mais par exemple ils peuvent pas sortir au soleil, ou ils sont sensibles à l'argent, etc., ou bien pour les tuer ils doivent être poignardés avec un pieu en bois, enfin voilà, mais pour les Fae, il n'y a pas tout ça, je comprends pas trop, parce que pour moi, c'est clairement, ils ont tous les avantages sans aucun inconvénient. Donc je trouve qu'ils sont trop lisses, et j'ai retrouvé la même chose chez Fer, parce que Fer, c'est clairement une Marisou en puissance, on va pas se mentir. J'ai trouvé moins insupportable dans ce tome que dans le premier tome, bizarrement, mais ça reste quand même une Marisou, et le fait qu'elle ait récolté tous les pouvoirs de la Terre, que ce soit la plus puissante et tout, ça pour moi aussi, ça a sonné extrêmement cliché. Et franchement, il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, c'est à quelle époque cette histoire est censée prendre place, c'est censé être quand, parce que pour moi c'est un peu une époque Moyen-Âge, il parlait de charrettes, etc., comment ça s'appelle déjà, de carrosses, etc., donc pour moi c'était le Moyen-Âge, ils ont des épées, etc., mais après on nous parle de sweatshirt et de leggings, donc je suis extrêmement confuse et j'arrive pas à savoir à quelle époque on se situe. On connaît pas trop non plus la différence finalement entre les humains et les Fae dans leur manière de vivre, pour moi ça sonne quand même assez similaire. Pour citer encore une chose qui m'a paru extrêmement peu probable, c'est le fait que clairement pendant tout le livre, c'est clairement Fer qui pose des questions et les autres qui lui répondent en faisant des monologues de 6 pages, mais le moment le plus choquant pour moi, je pense, c'est quand ils étaient tous autour d'une table et que là, ils ont tous commencé à raconter leur passé comme ça, sans pression. En plus, ils ont tous des passés hyper tragiques, mais bon, ça aussi, je reviendrai là-dessus, mais vraiment, ils ont tous commencé 3 pages chacun à raconter comment est-ce qu'ils avaient souffert dans leur vie, alors que Fer, ils viennent de la rencontrer, elle leur pose une question, ils racontent toute leur vie comme ça, et je trouvais ça trop bizarre parce que personne ne fait ça. Et clairement pour moi c'est clairement un choix de l'auteur qui a opté pour la facilité, parce qu'elle nous a juste balancé des giant infodumps, donc plein d'informations sur le passé des personnages, parce qu'elle avait besoin qu'on connaisse le passé des personnages, mais que je sais pas, apparemment elle savait pas trop comment l'introduire dans l'histoire pour que ça sonne un peu plus réaliste, donc on a juste les personnages autour d'une table qui se mettent tous chacun à raconter leur histoire hyper tragique. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, j'étais en train de me dire ah mais c'est trop bien parce qu'on n'est pas en train d'insister à un instant love, parce que Fer elle était hyper amoureuse de Tamlin mais elle part, mais il y a grave du temps qui s'écoule entre le moment où elle part et le moment où elle finit par tomber amoureuse de Rhysand, de lui avouer ses sentiments, etc. Et je disais ça à Laura, je disais non mais je trouve ça trop bien qu'ils aient pris le temps pour que sa relation se développe, qu'elle passe pas immédiatement à autre chose. Et Laura elle me disait ouais pas trop quand même, et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle me disait ça, et c'est après que j'ai compris, quand je suis arrivée peut-être à 80% du livre, qu'à un moment Fer elle dit il s'est passé 2 mois déjà depuis que j'ai quitté la cour du printemps, et je suis en mode mais attends c'est une blague, genre en 2 mois il s'est passé tout ça, parce que personnellement moi je pensais vraiment que c'était une période beaucoup plus longue, mais finalement je me dis la petite Fer elle est passée vite fait à autre chose, parce que on était de à 1 je peux donner ma vie pour Tamlin à 2 mois plus tard je le calcule plus, même s'il a fait des choses horribles, mais en 2 mois, 2 mois et demi on va dire, ça fait mal franchement j'aurais mal si j'étais à la place de Tamlin. Et clairement je vous parlais de backstory tragique, mais Sarah Gemma c'est un monstre en fait, parce que quand j'étais en train de lire tout ce qui est arrivé à tous les personnages, je me disais mais chill, il y a vraiment pas à traumatiser les gens comme ça, et je me sentais vraiment hyper mal pour eux, parce qu'ils ont vraiment tous des histoires hyper tristes, hyper horribles, et ça m'étonne pas finalement qu'ils aient tous des PTSD, mais je me suis dit bon quand même faudrait bien un personnage au moins qui a une vie plutôt cool, je sais pas, histoire de balancer tout ça. Elle maltraite clairement tous ces personnages sans aucune exception, mais d'un autre côté dans cette saga, pour moi c'est clairement une série qui est dirigée par les personnages plus que par l'intrigue, et c'est plus les personnages qui sont intéressants que l'intrigue, parce que clairement moi quand je lisais Akomaf, je lisais absolument pas pour l'intrigue, parce que savoir s'ils allaient retrouver une baignoire et les pieds de la baignoire, moi j'en avais rien à cirer, j'étais là pour savoir ce qui allait se passer dans la vie des personnages, comment ils allaient évoluer et tout. Anyway, pour en revenir à l'intrigue, parce que finalement on en a pas tant parlé que ça, il y a le roi d'Hiberne, donc c'est un roi Fae aussi, mais d'un autre pays,
pédophilie qui veut envahir Prythian et il n'y a que Rhysand apparemment qui a l'air de s'en soucier. Les autres High Lords, ils en ont clairement rien à cirer, c'est lequel de leurs soucis. Donc Rhysand et ses amis Éphers, ils essayent de trouver un moyen pour contrer le roi d'Hybern pour éviter qu'il y ait une nouvelle guerre. Et quand on arrive vers la fin du livre, ils se sont fait piéger comme des bleus par le roi, mais vraiment, c'était tellement évident que je me suis dit, mais il n'y a pas à être aussi bête. Bref, ils se sont fait piéger comme des bleus. Et franchement, là, on vient à mon ultimate cringe, parce que je vais vous parler après des scènes qui m'ont le plus choqué. Mais vraiment, mon ultimate cringe, c'est leur histoire d'âme sœur. Parce que je suis désolée, non seulement on a encore une autre similitude avec Stephenie Meyer et son histoire d'imprégnation, bon là au moins il s'imprègne pas d'enfants, donc au moins on a le caractère de pédophilie qui est enlevé, mais on a quand même cette histoire de oui j'ai trouvé mon âme sœur, etc., etc. Et donc à la fin on apprend que Elaine, qui est la sœur de Fer, est en fait liée à Lucien parce que ils sont âmes sœurs tous les deux, donc Lucien étant le pote de Tamlin qui sert pas à grand chose. Et mis à part cette scène qui m'a vraiment fait cringe, dès que je voyais le mot mate, je soufflais et je levais les yeux au ciel. Parce que pour moi c'était juste ridicule, enfin je suis désolée, je sais que ça a une signification spéciale dans leur univers et que ça veut vraiment dire un truc particulier et tout, mais je me dis, je sais pas, t'aurais pas pu choisir un autre mot ou du moins le mettre un peu moins en exergue, parce que vraiment toutes les deux lignes ils disaient oui c'est mon âme sœur, oui you are my mate, oui même si you are my mate, etc., etc. Au bout d'un moment j'en pouvais plus, le mot mate, genre je pouvais vraiment plus, c'était trop quoi. En fait je pouvais pas prendre ça au sérieux, dès qu'il y avait le mot mate dans une phrase, ça décrédibiliser tout ce qui venait de se dire pour moi, je pouvais pas prendre ça au sérieux, clairement pas. Et je me dis vraiment à la fin de cette saga, je suis sûre qu'ils vont tous trouver leur mate et tout, et live happily ever after, et tant mieux parce qu'en soi ils le méritent parce qu'ils ont vraiment vécu plein de trucs pas super cool, et je me dis vraiment si j'avais été dans ce truc, je suis sûre j'aurais été la seule à pas trouver mon mate quoi, genre avec la chance que j'ai, mais ça c'est un autre sujet encore. Et donc je vous parlais du chapitre qui m'a le plus choqué, et ce n'est absolument pas le chapitre 55 ou 56, peu importe, celui dont tout le monde parlait, mais pour moi c'est véritablement le chapitre 42 où Fer et Rhysand et toute la bande vont à la cour des cauchemars, parce qu'en fait on apprend que Rhysand il a une ville qui est cachée, qui s'appelle Velaris, où les gens vivent super bien, etc., où tout le monde est heureux, il a réussi à cacher la ville pendant 50 ans pour pas que Amarantha la détruise, mais d'un autre côté, ce que le monde connaît, en fait, ce que les autres High Lords connaissent, c'est la cour des cauchemars, et la cour des cauchemars, c'est clairement, c'est pas facile, la vie n'est pas toute rose, ils sont tous horribles les gens qui vivent là-bas, et ils avaient besoin d'un objet que Azriel devait voler, et donc, pour détourner l'attention des gens de la cour, quelle idée ils ont trouvé? Entamer des préliminaires sur le trône devant tout le monde, bien évidemment. Et cette scène m'a tellement fait cringe parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Vous allez me dire que vous auriez pas pu trouver une autre idée? Non, genre je sais pas, embaucher des saltimbanques, des danseurs, des chanteurs, peu importe, ils se sont dit pour détourner leur attention, il va falloir que tu montes sur mes genoux et qu'on entame des préliminaires devant tout le monde. Et là je me dis vraiment, Sarah Jemma avait juste envie de faire une scène d'exhibition sexuelle devant tout le monde, et du coup elle s'est dit allez hop, je cale ça là-dedans, et vraiment ça m'a trop fait rire tellement c'était hyper cringe. Et si on doit vraiment parler du chapitre 55 ou 58, je sais plus, bref, le chapitre où pour la première fois Fer et Rhysand ont une relation sexuelle et que Rhysand fait trembler les montagnes. Déjà premièrement j'ai beaucoup trop ri, et je me suis dit vraiment Sarah J. Maas nous donne ce qu'on cherchait dans Twilight et ce qu'on n'a pas eu, et je me dis Stephenie Meyer walked so Sarah J. Maas could run parce qu'elle s'est clairement inspirée d'elle, elle a vu tout ce qui manquait et tout, et elle s'est dit c'était donc ça, c'était ça l'ingrédient secret qu'il manquait, vous savez quoi, moi je vais vous donner du spice, et elle nous a donné du spice, vraiment elle nous a donné du spice. En tout cas à la fin du livre, je savais que ça allait partir en vrille parce que je sais déjà ce qui se passe au début du tome 3, donc je savais que ça allait partir en vrille, mais j'avais envie de savoir comment, et là quand je me suis rendu compte que en fait le roi d'Hybern a réussi à piéger toute la bande parce que Tamlin a fait un pacte avec lui en lui disant que s'il réussissait à récupérer Fer grâce à lui, il lui laisserait libre passage dans ses terres, je me suis dit mais mes nerfs en fait, parce que qui fait ça? Qui fait ça? Personne ne fait ça, mais monsieur, enfin, elle t'a quitté librement, laisse-la tranquille. Et non, le mec il se dit
Si je laissais le mec qui a fait la guerre déjà il y a 500 ans dans mon pays rentrer juste pour que je puisse récupérer ma meuf, et je me dis mais vraiment faire the impact, the strength, je sais pas ce que tu lui as donné, mais en tout cas le mec est clairement accro, parce que la seule autre personne que je connais pour qui on est entré en guerre c'était Olivia Pope, et Olivia Pope c'est vraiment quelqu'un. Du coup maintenant j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que tout le monde déteste Tamlin, mais encore une incompréhension vraiment, incompréhensive que j'ai eue, c'est pourquoi est-ce que le roi d'Hiberne a décidé de les laisser partir à la fin, alors que clairement ils étaient sans pouvoir, sans défense, tous à sa portée, il aurait pu juste tous les buter, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui d'envahir Prythian, mais il décide de les laisser partir. Et franchement, genre vraiment, si vous savez pourquoi il les a laissés partir, dites-moi, parce que pour moi ça n'a pas de sens qu'il les ait laissés filer comme ça, parce que Fer lui a demandé, je comprends pas. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'il a dû être fidèle à sa parole à Tamlin finalement, je comprends pas. Ce n'était pas très intelligent, donc dites-moi, dites-moi pourquoi il a fait ça. J'en ai terminé avec la partie critique, et du coup mon avis sur ce livre, c'est que je pense que j'ai beaucoup plus réussi à l'apprécier, tout simplement parce que je savais dans quoi je me lançais. En fait je savais que ce serait de la romantaisie, et que ce serait plus de la romance sous un fond fantastique, sous un fond fantasy, alors que pour le 1 je pensais vraiment que ce serait de la high fantasy, et je m'attendais pas du tout à ça, et je m'attendais pas du tout à ce que la romance ait une place aussi importante dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai réussi plus à apprécier le tome 2 je pense. Et aussi parce qu'ils ont introduit des personnages qui étaient beaucoup plus intéressants. Hashtag je peux béton pour Azriel et Cassian. Franchement, je pense que je peux dire que c'est une lecture guilty pleasure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je peux pas dire ouais l'histoire est incroyable et tout, parce qu'il n'y a pas d'histoire, clairement il n'y a pas d'intrigue. Moi je suis là que pour la romance et pour les personnages, d'accord? L'histoire, je m'en fiche un petit peu. Mais je pense qu'on peut qualifier ça comme une lecture guilty pleasure, même si j'arrive quand même à relever pas mal de choses qui ne vont pas dans ce livre, et qu'à chaque fois je lève les yeux au ciel et que je souffle, mais je ne peux pas nier que j'ai quand même apprécié ma lecture. Si je mets à part tous les commentaires que je viens de faire, bah j'ai quand même réussi à apprécier ma lecture, et j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça chouette, enfin c'était un petit moment détente quoi. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, elle va vraiment être super longue, je suis vraiment désolée, mais j'avais beaucoup trop de trucs à faire. Et donc la réponse à cette question qui est dans le titre, et première partie, est-ce qu'il est meilleur que le premier tome? Oui, pour moi je trouve que Akomaf est meilleur que Akotar. Deuxièmement, est-ce que je suis faible? Oui, également. Écoutez, c'est un tout, voilà, qui m'a fait apprécier ce livre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Akomaf, ce que vous en avez pensé, etc. pour qu'on puisse en discuter un petit peu, et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.